Depuis toujours, ce sont les paysans qui ont eu la charge de nourrir les hommes. Ils s'en sont acquittés à travers les époques et les civilisations, mais cela n'a pas empêché l'histoire de l'humanité d'être aussi une longue histoire de disettes et de famines. Aujourd'hui encore, malgré le changement d'échelle d'une agriculture devenue industrielle, plus d'1 milliard d'hommes souffrent encore de la faim. Et l'objectif de réduire ce nombre d'ici à 2015, comme s'y étaient engagées les Nations Unies, reste le défi du XXIe siècle. Les scientifiques disent que nous serons 9 milliards d'habitants sur la planète d'ici à 2050. Nous sommes actuellement 7 milliards. Selon le ministère des Affaires étrangères des États-Unis et les chercheurs du monde entier, les agriculteurs vont devoir produire plus de nourriture dans les 50 prochaines années qu'ils n'en ont produit durant les 10 000 dernières années. On dit que la population mondiale augmente de 80 millions par an. Mais il s'agit d'un chiffre tellement énorme qu'il ne parle pas aux gens. 80 millions de plus par an, cela fait 219 000 personnes de plus qui s'invitent à dîner chaque jour autour de la table. Et demain, il y en aura 219 000 de plus. La croissance démographique est continuelle. Elle augmente chaque année, chaque jour, alors que les ressources en terre et en eau de la planète sont limitées. Or, nous avons atteint ces limites. Aux États-Unis, nous récoltons près de 400 millions de tonnes de céréales par an. Et l'année dernière, 130 millions de tonnes ont été utilisées pour la production de carburant pour les voitures. Je pense que cela doit changer. Ce qui doit changer, c'est sans doute quelque chose du modèle agricole américain, devenu en quelques décennies celui de la plupart des pays développés. Piloté par les biotechnologies, il place en amont de la chaîne l'utilisation d'OGM et de semences à haut rendement, et il génère une production à vocation de plus en plus industrielle et de moins en moins alimentaire. Le secteur le plus touché par cette baisse des stocks de céréales disponibles est celui de l'aide humanitaire, qui a été jusque-là alimenté par les surplus agricoles américains. Il a donc fallu à tout prix inventer autre chose pour remplacer l'aide alimentaire classique. Et c'est de France, et non des États-Unis, qu'est venue l'innovation principale, une pâte nutritive à base d'arachide, le Plumpy Nut, vite devenue une référence dans l'aide humanitaire d'urgence. L'histoire du Plumpy Nut est le meilleur guide pour comprendre les mutations qui se jouent dans tout le secteur de l'aide alimentaire internationale. La place du Plumpy Nut est une place importante, assez surprenante. Nous ne nous attendions pas à autant de développement, mais c'est le résultat de recherche, mais c'est aussi le résultat d'un certain nombre de produits que nous avons, au niveau de Nutri-7, lancés depuis les années, depuis 1986. Ce n'est pas un produit qui est arrivé à partir de rien. La grande famine qui avait frappé l'Éthiopie en 1984 et 1985 est restée comme une famine historique, parce qu'elle avait déclenché un immense mouvement de solidarité internationale. C'est d'elle que date la prise de conscience de l'ampleur du drame de la faim et de l'impuissance à le traiter sans de nouveaux moyens thérapeutiques et de prévention.
Le premier de ces nouveaux moyens thérapeutiques a été le Plumpy Nut. Il a créé à lui seul une petite révolution, puisqu'il nous a permis de trouver une solution de traiter les enfants qui souffraient de malnutrition aiguë sévère à domicile. Et donc ça nous a permis de toucher beaucoup plus d'enfants et de les traiter avec un produit qui est spécialement destiné à ce type de population. Donc c'est ce qu'on appelle le RUTF, qui visait juste les enfants malnutris aiguë sévère, qui étaient des produits à base lipidique, avec des éléments comme des vitamines et des minéraux. Nous avons déposé en 1997 un brevet sur ce produit, sans aucun problème, dans un certain nombre de pays. Et en 2005-2006, quand le produit a connu beaucoup de succès, un certain nombre de tiers se sont intéressés de façon plus proche au produit, ont certainement voulu l'imiter et se sont trouvés face à un problème de brevet. En 2009, deux ONG américaines, sans doute soutenues par de puissants intérêts financiers, ont déposé une plainte auprès de la Cour américaine pour essayer d'obtenir le droit de fabriquer le même produit. Mais elles ont finalement été déboutées et Nutricet a choisi d'abandonner sa licence aux pays africains qui en avaient le plus besoin. Parlons de Nutricet. Nutricet a été très généreuse avec ses brevets. Elle a autorisé des filiales dans toute l'Afrique. C'est le réseau Plumpy Field qui fabrique leurs produits sous licence. Ces produits sont donc cultivés en Afrique, fabriqués en Afrique et distribués ou vendus en Afrique. La tendance générale du programme Nourriture pour la paix aux États-Unis et les efforts de l'Europe et d'autres pays pour la sécurité alimentaire s'orientent de plus en plus vers des aliments enrichis en nutriments, en particulier pour les enfants et les tout-petits. Nous en avons besoin. Et la tendance est au remplacement des denrées de base au profit des aliments enrichis. Nutricet a vraiment été un pionnier dans ce domaine. Et ses recherches doivent être protégées. Ce ne serait que justice. L'Éthiopie, dont le nom seul continue d'être évocateur de famine et de catastrophes humanitaires, est devenue un pôle régional de diffusion des moyens et des techniques de lutte contre la malnutrition. À Addis Abeba, l'usine Elina est en tout point comparable à l'usine mère de Normandie, même standard de production et de recherche, et même contrôle de qualité. Nous pouvons produire près de 10 000 tonnes d'aliments thérapeutiques, destinés principalement à l'Éthiopie et aux pays voisins.
L'Éthiopie est très sérieusement affectée par la malnutrition sévère. Ses besoins en aliments thérapeutiques sont donc très importants. Il n'est donc pas sérieux d'importer ce genre d'aliments de l'étranger alors que des enfants sont en train de mourir. Notre souveraineté dépend de notre capacité à nous mettre totalement à l'abri. Le gouvernement sera donc approvisionné à travers le Programme alimentaire mondial, l'UNICEF et d'autres organisations internationales afin de distribuer les quantités requises. Quelle est la prise de poids escomptée? 2-3 kilos. En un mois? 2 ou 3 kilos en un mois. Si le plum peanut est pris correctement en plus de la nourriture locale. Si un patient souffre de malnutrition sévère, nous lui donnons du plum peanut. Si c'est modéré, nous lui donnons du plum pea soup. À Action contre la faim, lorsqu'on a vu cette prolifération de produits, c'est vrai qu'on l'a accueilli de manière extrêmement positive parce que c'était autant d'outils qui nous étaient apportés pour travailler. En revanche, on a été relativement inquiet de cette espèce de courant et d'engouement autour des produits. Alors pourquoi? Parce que nous, on pense que les produits, c'est une partie de la réponse. Et que, en fait, pour travailler sur la sous-nutrition, il va falloir déployer et développer différents types de réponses. Donc le fait simplement de leur distribuer un produit à un instant T, et souvent sur un court terme, ne va pas du tout répondre à ce besoin-là, qui est ce besoin d'accompagnement, de savoir quoi donner à son enfant et à quel moment. Maintenant, les malnutris, là, ils sont tous là dehors. Maintenant, on les regroupe, on leur fait un conseil nutritionnel pour prévenir la malnutrition et en cas de malnutrition, comment s'y prendre. Bon. Après, on leur montre comment donner le plum peanut et comment préparer la farine aussi. Par jour, on peut avoir les malnutris jusqu'à 15, 20 comme ça. Les sévères et les modérés. À partir de 6 mois, là où l'enfant commence à prendre les aliments de complément, là aussi, il y a certaines femmes, faute de moyens, ils n'ont que le mil, la farine du mil et juste le riz. Donc, l'enfant ne peut pas avoir d'autres aliments, alimentation variée. Donc, il est obligé de tomber dans la malnutrition. Les 900 millions d'habitants de l'Afrique seront 2 milliards en 2050. Et à lui seul, le Niger passera de 16 millions d'habitants à 45 millions, toujours en 2050. Si nous devons nourrir la planète, les pays d'Afrique vont devoir devenir productifs. La plupart des terres agricoles non exploitées sont en Afrique. La plupart des terres sous-exploitées sont en Afrique. Si nous voulons assurer la sécurité alimentaire mondiale, nous devons assurer la sécurité alimentaire africaine.
Il n'y a pas de bénéfice. Apprendre aux gens à cultiver leur propre nourriture, s'assurer qu'ils ont de quoi nourrir leur famille, cela ne rapporte d'argent à personne. Il faut lutter contre la dénutrition infantile. Que peut-on faire? On peut leur donner du plum peanut et des vitamines, ce qui résoudra les problèmes immédiats. Mais si on n'investit pas d'argent, de compétences et d'assistance pour les amener à cultiver leur nourriture et à devenir autosuffisants, l'entreprise est condamnée à long terme. Mais il n'y a pas de bénéfice pour les pays donateurs. Nous devons reconnaître que les produits ne seront jamais la seule réponse au problème. Le problème de l'insécurité alimentaire implique toute une logistique. Les agriculteurs, les réseaux de distribution, l'accès au financement et à l'économie. Nous ne pouvons pas résoudre le problème avec un produit. Ces produits font partie de la solution. Ils ne sont pas la solution. Alors aujourd'hui, moi, je doute particulièrement de la capacité de ces produits à avoir un impact de long terme sur la sous-nutrition. D'abord parce que est-ce qu'un État a la capacité d'acheter ce type de produit et de perfuser sa population avec? Moi, j'en doute. Et puis, c'est aussi oublier qu'on ignore les effets à long terme sur les enfants de ces produits-là. Beaucoup d'études ont montré qu'il fallait être extrêmement vigilant sur des gains de poids rapides sur des enfants âgés de moins de 2 ans. C'est-à-dire que ces produits-là, à forte teneur en lipides, peuvent donc provoquer des gains de poids rapides, ce qu'on recherche un petit peu, mais si ces gains de poids produisent une masse graisseuse au lieu de produire une masse maigre, c'est-à-dire au lieu de les faire grandir, hein, ce qu'on souhaite faire, eh bien il y a des risques qu'à terme ça provoque demain de l'obésité par exemple. Alors ça paraît un peu étrange que de la sous-nutrition et que le traitement de la sous-nutrition mène à l'obésité à l'âge adulte, hein. Mais beaucoup d'études montrent qu'il faut être extrêmement vigilant et que demain on pourrait voir émerger des problèmes de santé publique très importants émanant de l'utilisation de ces produits vraiment à forte dose en lipides. Donc personne n'ignore qu'il faut être extrêmement vigilant sur l'utilisation de ces produits. Le traitement thérapeutique de la malnutrition aiguë est une chose, avec ses succès et ses limites. Mais à long terme, la question qui se pose est celle de la sous-nutrition de populations entières. Le chemin qui s'ouvre pour la traiter est cette fois celui du complément ajouté à de la nourriture ordinaire. C'est la distribution de cette nourriture supplémentée à grande échelle qui est le nouvel enjeu économique et qui modifie tout le paysage de l'industrie agroalimentaire. Je pense que les années à venir verront de grands changements dans la production et la distribution. Les producteurs de plum peanut sont très spécialisés et opèrent dans des usines de petite taille. Pour obtenir une production suffisante pour que les aliments supplémentés soient accessibles aux foyers pauvres, il faudra que d'autres acteurs entrent sur le marché. L'Afrique rurale est le meilleur exemple. On y voit des cubes Maggi et des produits Nestlé dans les endroits les plus reculés. Ces entreprises privées sont capables de distribuer des suppléments à grande échelle. Elles savent le faire. Ce sont elles qui pourront réduire les coûts et répondre aux besoins des zones rurales, pas les sociétés spécialisées qui ont révolutionné le traitement de la malnutrition avec des produits de type plum peanut. Ce que l'on voit aujourd'hui en Afrique rurale, c'est un glissement vers les activités du secteur privé. Il y aura certainement un mélange des deux. Par exemple, il existe actuellement en Éthiopie un projet liant PepsiCo et des petits paysans éthiopiens.
Ces derniers ont des contrats pour produire des pois chiches pour un RUTF, c'est-à-dire un produit thérapeutique prêt à l'emploi. Mais c'est PepsiCo qui structure toute la chaîne. Ils ont organisé le marché, de la production dans les champs, au traitement et à la distribution. Ils entreront dans le secteur s'ils y voient un marché viable. Il n'y a qu'un pas, de l'aliment enrichi comme supplément alimentaire à la nourriture simplement récréative déjà distribuée à l'échelle planétaire par les grandes sociétés de l'agroalimentaire. Si vous êtes une société agroalimentaire, votre objectif est de vendre le plus possible de vos produits, quels qu'ils soient. Si vous êtes Coca-Cola ou PepsiCo, fabricant de boissons et de snacks en tout genre, l'Inde compte plus d'1 milliard d'habitants. L'immense majorité n'a pas beaucoup d'argent, mais assez pour acheter un Coca, un Pepsi ou un Anka de temps en temps. Et c'est valable pour toutes les entreprises qui s'installent là-bas. Aux États-Unis, la vente de boissons non alcoolisées est en baisse depuis 10 ou 15 ans, et cela continue. Si les sociétés veulent continuer à atteindre les mêmes recettes, elles doivent trouver de nouveaux produits qui se vendent aux États-Unis ou de nouveaux marchés. Elles se dirigent donc toutes vers l'Asie, l'Afrique, l'Inde et leur bassin de population. Deuxième population mondiale, quatrième puissance agricole, l'Inde collectionne les superlatifs. Et si elle n'arrive pas à nourrir la moitié de sa population, elle représente un gisement idéal pour l'invasion de l'ersatz de nourriture que l'on appelle la junk food. En Inde, j'ai tout d'abord été étonnée de trouver des chips PepsiCo, Frito-Lay. Les sociétés détenues par PepsiCo sont partout, même dans les villages reculés où il n'y a pas d'autre nourriture que celle cultivée par les habitants. Au bord de la route, il y a des petits stands qui vendent des chips Frito-Lay. J'ai rapporté un paquet de céréales Kellogg's. Au dos de la boîte, on conseille ce produit sucré et chocolaté en remplacement des aliments traditionnels et des chapatis. C'est une tentative délibérée pour faire croire aux mères que c'est une nourriture plus saine que celle qu'elles préparent. Il ne s'agit pas de santé, mais de commerce. Est-ce bon pour la santé de ces populations? Bien sûr que non. Mais il ne s'agit pas de santé publique. Ces sociétés ne sont pas des agences de services sociaux. Ce sont des multinationales qui doivent augmenter leurs ventes et qui savent très bien le faire. Il n'est pas surprenant que les États les plus pauvres, les moins gouvernés, ceux où les gens ne se font pas entendre, soient aussi ceux visés par ces intérêts commerciaux. Si vous avez beaucoup d'argent et de relations, vous pouvez convaincre des bureaucrates là-bas d'adopter ce genre de projet inapproprié. Vous devrez peut-être les soudoyer, mais personne ne tirera la sonnette d'alarme. Il n'est donc pas étonnant que ces pratiques soient très répandues dans les pays pauvres. Résister à la pression des marchés et se donner les moyens de nourrir la population tout en assurant la santé publique, c'est ce qu'on appelle définir une politique alimentaire. Mais il n'y a pas de politique alimentaire sans politique agricole. Et c'est la mauvaise articulation entre les deux qui est au cœur de tous les drames de la sous-alimentation dans le monde. La malnutrition aiguë est un sujet complètement nouveau et qui n'est pas du tout traité aujourd'hui en Inde. On a eu une déclaration du Premier ministre Manmohan Singh il y a quelques années qui déclarait que cette malnutrition aiguë était la honte de l'Inde moderne et qu'il fallait traiter ce problème de fond.
Aujourd'hui, on estime qu'il y a 19 millions d'enfants dans le monde qui souffrent de cette malnutrition aiguë. 8 millions d'entre eux vivent en Inde. 40% de cette malnutrition mondiale est en Inde. Et aujourd'hui, malgré tous les efforts, malgré les différentes initiatives prises depuis une vingtaine d'années en Inde, on n'est pas encore en mesure de faire un dépistage et un traitement systématique des enfants malnutris dans la plupart des États indiens. सबसे अच्छा क्या लगता है बताओ हलवा खिचड़ी या नमकीन दलिया मीठा दलिया बताओ खिचड़ी अच्छा लगता है उसको सारी चीजें पसंद है मुझे सिर्फ खिचड़ी पसंद है यस प्लीज मुझे हलवा पसंद है मेरी चाची ने पहले वो रोज खाती वो छोरा अच्छा Je ne pense pas que le gouvernement vise à être un État-providence. Il est sous pression et doit répondre à d'autres types de demandes. Depuis des siècles, la société indienne s'est appliquée à être au service d'une minorité très privilégiée. L'Inde prend donc un tournant historique, passer d'une société dévouée à une minorité privilégiée, composée surtout d'hommes de caste élevée, à une société plus démocratique dans laquelle l'individu importe et où il existe une forme d'égalité. La protection contre la faim, l'accès aux soins, à l'éducation, aux installations sanitaires, des choses auxquelles chacun a droit. Alors il y a deux choses qui viennent d'être décidées par le gouvernement indien. Une première loi qui vient de passer, qui incite les entreprises à être plus enclins à donner une partie de leurs bénéfices aux actions caritatives. Donc ça, c'est un premier geste qui pourrait effectivement encourager l'investissement sur les œuvres sociales en Inde. Et la deuxième loi concerne cette Food Security Bill, cette décision d'allouer une nourriture, enfin des quantités alimentaires supplémentaires aux populations les plus déshéritées. Ça correspond à peu près à 75% des populations les plus pauvres en milieu rural et 50% des populations les plus pauvres en urbain, avec une donation de 5 kg de céréales par personne. Et ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, l'ensemble de ces aides allouées aux populations indiennes sont en grande partie englouties par le coût de la mise en place des projets. On estime que plus de 50%, notamment des programmes de distribution, sont consommés par leur propre fonctionnement. Et une bonne partie, un bon tiers, est détourné par des gens qui profitent du système. Donc en fait, c'est une infime partie, 20-30% de ces aides, qui arrivent auprès des populations. Donc, cette nouvelle décision du gouvernement indien est généreuse, elle va coûter très cher. La grande question est de savoir est-ce qu'elle va vraiment permettre de changer la donne et aider les gens à sortir de la pauvreté. दारू मंगाओ या समोसा का भला ईमानदारी इसमें है नहीं, सब चोरी मक्कारी काम है। राशन में हम लोग कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। मिट्टी के तेल में थोड़ा बहुत हेर फेर करते हैं, राशन में नहीं करते। न चीनी भी नहीं करते। चीनी यूनिट्स आती है, यूनिट देते हैं 10-20 किलो अगर बचाया तो उसमें खर्चे हैं, कहीं थाने पे है, कहीं किसी की 10-20 किलो बच गई, बाकी चीनी में कुछ नहीं। गल्ला चीनी में कुछ नहीं, मिट्टी तेल में हम लोग मैनेज करके चलते हैं। फ्रांस 24 चैनल, फ्रांस 24 ये फ्रेंच में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। ये यहाँ अरे ये सब कलाकार होते हैं। Le paradoxe de l'Inde est que le pays regorge de stocks de céréales, alors que 300 millions d'Indiens souffrent de la faim et n'ont pas accès au blé ou au riz d'un repas quotidien. C'est un effet à long terme du grand mouvement qui a transformé le pays et son économie agricole depuis les années 60. Ce qu'on a appelé la Révolution verte a fait faire un bond technologique à l'agriculture traditionnelle en introduisant la mécanisation, de nouvelles variétés de semences à haut rendement et le recours aux engrais et aux fertilisants.
Avec la modernité plus l'irrigation, l'Inde est devenue en quelques années non seulement autosuffisante, mais exportatrice de céréales. Elle a multiplié par 10 sa production de blé et par 3 sa production de riz. Cette réussite économique s'est faite au prix de la déstabilisation du monde paysan. La chute des prix agricoles et l'endettement des petits fermiers a eu des conséquences dramatiques. Le pays est devenu celui de l'exode rural et des suicides de paysans. Aujourd'hui, 1 toutes les 30 minutes, 270 000 depuis la fin des années 90. Ce sont aussi ces petits paysans que vient défendre à Bruxelles une militante indienne qui milite pour une autre révolution verte, doublement verte celle-là, à l'occasion d'un débat sur un projet de loi européen limitant la liberté d'accès aux semences. Je travaille comme activiste et comme scientifique depuis 40 ans. Il fut un temps où il existait un semblant de démocratie dans nos sociétés, avant que les entreprises n'imposent leurs lois. Et cela fonctionnait. Vous pouviez à la fois couper des arbres et être un défenseur des arbres. Vous pouviez chasser les baleines et être un défenseur des baleines. L'agriculture intensive n'était pas de mise et on pouvait cultiver son petit champ. Le système fonctionnait. Avec la mondialisation, les entreprises ont imposé leurs lois. Le système qui devait répondre à nos besoins répond aux leurs. En soi, c'est déjà accablant. Mais nous affrontons le plus grand défi de l'humanité. Nous sommes face à une gigantesque machine de relations publiques d'une part et à un bataillon de lobbyistes de l'autre. Le groupe de lobbyistes est ici, alors que la machine de relations publiques est partout. Et ils disent tous la même chose. Nous devons vraiment réfléchir. Nous pouvons envoyer des messages via leurs médias sociaux. Il y a plusieurs messages simples. Ce n'est pas un système alimentaire. 70% de la nourriture vient des petites exploitations. 75% de la destruction de la planète est causée par l'agriculture industrielle. Qu'il s'agisse d'impératifs écologiques ou du besoin de produire plus de nourriture, l'agriculture écologique est la solution. Nous le faisons déjà sur nos exploitations. Il y a une demande. De jeunes banquiers ou ingénieurs informatiques veulent faire de l'agriculture. Ce que nous proposons ici, ce sont des objectifs de diversification. Chaque petit agriculteur veut se diversifier. Des objectifs de qualité qui incluent le goût, la saveur, la nutrition, et des objectifs de résilience afin de gérer les changements climatiques. Nous cultivons, c'est nos femmes qui vendent ça au marché, au petit marché. On fait tout. On fait tout. Le maraîchage, c'est nous. Si tu viens ici, tu vas trouver n'importe quelle sorte comment dirais-je, de maraîchers. Que ce soit la carotte, la tomate, laitue, la pomme de terre, l'arachide, tout on met ici, le gombo, pastèque, melon, on fait tout ici. C'est la coopérative maraîchère de Gamkali. C'est une place qu'on a héritée. Nos anciens pères, ce sont eux qui ont commencé à faire le maraîchage là. Moi, je peux dire que j'ai trouvé mon grand-père en train de faire le maraîcher, mon père à faire le maraîcher, et me voilà, je suis là-dedans. J'ai mes fils aussi qui me suivent, qui continuent à le faire. Nous,
On n'a pas de champs, on n'a rien. On fait seulement uniquement le maraîchage, à toute saison. L'Afrique n'a pas connu de révolution verte à l'échelle du continent, à la différence de l'Inde. Les agricultures locales y restent diversifiées, conformes à des modèles traditionnels et surtout centrées sur les notions de communauté et d'intégration familiale. Le Niger est un bon exemple d'effort pour définir une politique agricole qui soit en même temps une politique alimentaire au service de la population. Que les Nigériens nourrissent les Nigériens est le mot d'ordre de cette politique, que célèbre une fête civique comme la fête du lait. Le rôle de la plateforme, c'est de voir en quoi ces textes de loi, ces décrets, ces arrêtés, ces projets, ces programmes prennent en compte les préoccupations des producteurs et se positionnent par rapport à ça. Il faut qu'on se nourrisse. C'est l'affirmation de la volonté de l'État de faire de l'agriculture notre cheval de bataille. En termes d'élevage, en termes de maraîchage, en termes de culture dunaire pluviale, qu'est-ce que les producteurs peuvent produire avec leurs propres techniques sans apport des produits chimiques qui, reconnaissons-le aujourd'hui, causent un ravage en termes de santé au niveau de la population. Est-ce que le lait produit ici chez nous qu'on vend à moins de 500 francs le litre, est-ce qu'il n'est pas 10-15 fois plus riche que les poudres de lait importées? Tout ce qu'on nous présente dans des sachets avec plein d'emblèmes de publicité, nous disons méfions-nous. À la télé, on vient, on cherche quelqu'un, un bon humoriste, qui vient, qui lui dit « Ah, consommer ça, c'est très bien, ça donne la santé, ça donne la force, et vous êtes bien, il faut consommer, c'est moins cher. » Vous prenez un an, c'est les maladies qui commencent dans la famille. Et ça joue sur l'économie de la famille. Si sur l'étalage, vous l'achetez moins cher, après un an de consommation, ce que vous allez payer à la pharmacie, dans les centres de soins, pour recouvrer la santé de la famille, mais ça va vous revenir 2, 3, 4 fois plus cher. Mais lorsque vous mangez le chou local, le lait local, les moringas, tout ce qu'on produit dans nos jardins et tout ça là, difficilement vous avez le diabète, difficilement vous avez les tensions et autres. Vous êtes à l'abri de tout ça. Le vrai débat, c'est quel système voulons-nous et quel rôle jouera la démocratie dans l'élaboration d'un système alimentaire respectueux de la planète, des producteurs, des paysans et des citoyens. Il y a deux choses très importantes pour certains agriculteurs dont on ne parle pas. Pas pour les petits fermiers traditionnels, mais importante pour les producteurs, qui ont besoin d'avoir accès à toute une variété de semences non OGM et non brevetées. C'est un droit. Or, on ne parle pas des droits des agriculteurs et des producteurs. Et quand on en parle, le langage de la loi est incompréhensible. L'agriculteur a le droit d'avoir libre accès aux semences. C'est ce système que nous devons créer. Mais cette loi génère un système fermé.
Comment ça s'appelle? Vous avez de ça, vous aussi, en Inde? Avec des pousses spontanées aussi riches en fer et en vitamine A, pas besoin de riz génétiquement modifié. Je suis physicienne quantique. Et si je ne fais plus de théorie quantique aujourd'hui, c'est à cause des mensonges des multinationales qui prétendent que leur type d'agriculture nourrit la planète. Alors que c'est ce mode d'agriculture qui fournit près de 75% des stocks de nourriture. En 2013, d'après l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 72% de la nourriture provenait des petites exploitations, sans compter les jardins qui ne rentrent pas dans les statistiques. Avec les jardins, c'est plus de 75% de la nourriture qui provient de ce type de ferme. L'agriculture industrielle n'en produit que 25%. C'est de la mauvaise nourriture qui rend les gens malades à cause des toxines. Quant aux performances des techniques de la génétique et à la croissance du maïs et du soja, seuls 10% de ces cultures sont utilisées pour l'alimentation humaine. Le reste sert à la fabrication de sirop de fructose pour les sodas, de biocarburants et d'alimentation pour les animaux qu'en plus on maltraite. Un système à 10% ne peut pas prétendre nourrir la planète. Il ne fait que l'empoisonner. Les vrais systèmes sont les fermes comme celle-ci. Nous devons les développer partout. Il faut cultiver local, écologique et diversifié. Quel que soit le chiffrage des proportions entre production agricole purement vivrière et production à vocation agro-industrielle, la question centrale reste toujours, à Bruxelles comme à Paris, celle de l'agriculture comme garante de la sécurité alimentaire. Quand on fait de la sécurité alimentaire, en tout cas pour l'Union européenne, notre objectif est toujours d'améliorer la situation nutritionnelle des populations. L'agriculture est une des pistes. Et gardons en tête que pour l'Afrique, 60% de l'emploi, c'est l'agriculture aujourd'hui. Donc il y a nécessité de travailler sur l'emploi, surtout que c'est 60% de l'emploi, mais c'est plus de 80% des pauvres les plus extrêmes. Et ce taux de pauvreté ou le différentiel ville-campagne est en train d'augmenter. Un dernier point qu'on a également mentionné durant différentes présentations de ce matin, c'est que la nutrition, c'est également un problème de résilience. Et qu'aujourd'hui, la population rurale est beaucoup plus exposée que la population urbaine. Elle est exposée aux fluctuations des prix agricoles, on en a parlé ce matin, elle est exposée aux aléas climatiques, la sécheresse, les inondations. Tout ça, ce sont des choses qui impactent l'entièreté de l'économie d'un pays en voie de développement, mais beaucoup plus la population rurale. Ce qui explique aussi le pourquoi il y a une attention particulière sur l'agriculture. Et enfin, rappelons qu'aujourd'hui, le déficit en termes de denrées alimentaires des pays les plus pauvres n'arrête pas de grandir et que c'est simplement, pour un certain nombre de pays, une question de survie économique. Pour l'Afrique subsaharienne, qui fait l'objet d'études plus importantes, ce déficit a été multiplié par 4 en 10 ans. Il est passé de 10 milliards de dollars à 40 milliards de dollars par an. C'est un montant très significatif qui dépasse largement l'aide au développement qu'on peut donner pour compenser ce déficit. Merci. Il nous reste à peine 10 minutes. Alors, je vous demande d'être bref. Je crois que quelqu'un a une question. Oui, merci. Albert, UNICEF Mali. Ma question, c'est sur l'hypothèque des terres africaines actuellement par les secteurs privés qui les achètent, les terres agricoles, qui fait que, comme on est en train de les hypothéquer aujourd'hui, on prépare la fin de demain. Donc, les paysans africains, hier, on a dit qu'il fallait travailler sur l'agriculture vivrière pour nourrir les familles, mais en même temps, on est en train d'assister à la vente des terres agricoles africaines à des multitudes d'entreprises. Donc, on est en train d'hypothéquer la terre de paysans. On va assister bientôt à la chasse des paysans sur leurs terres. Et comme nous avons les parlementaires dans la salle et que nous avons nos ministres dans la salle, quelle est la perspective de gestion entre cet achat que les privés font
et l'intérêt national qui est d'assurer quand même la production pour les générations futures sur leurs propriétaires. La ruée vers des terres inexploitées à l'échelle mondiale s'est accélérée depuis la crise de 2008, à la fois financière et alimentaire. Des pays comme la Chine, la Corée du Sud, la Russie ou l'Arabie saoudite ne cessent d'acheter ou de louer les terres agricoles qui leur manquent. Les banques new-yorkaises achètent des terres non pas pour les cultiver, ces gens-là n'ont pas la moindre notion d'agriculture, mais pour investir. Ils savent que le prix des terres augmente. Ces 7 dernières années, le prix des terres dans le monde a doublé, d'après le Dow Jones, qui est la référence pour estimer la valeur des actifs. La terre est en train de devenir un actif rare, tout comme l'eau, qui devient encore plus rare. La terre, c'est le nouvel or. La nourriture, le nouveau pétrole. Qu'il s'agisse d'or ou de pétrole, les nouveaux gisements sont aujourd'hui au fond des éprouvettes des chercheurs qui travaillent à inventer ou à réinventer l'alimentation du futur. La Californie est par excellence le pays de ces nouveaux chercheurs d'or. Les startups s'y multiplient, financées par les fondations des géants de l'économie du net, à qui rien n'est étranger de ce qui touche à l'avenir des hommes, santé et nourriture comprises. 350 millions de dollars ont ainsi été investis en 2012 dans des startups de l'innovation alimentaire. Cette bande de jeunes chercheurs gastronomes a découvert un moyen d'utiliser des plantes pour remplacer l'œuf en cuisine. Les œufs à base de plantes se conservent plus longtemps, consomment moins d'énergie à la production, coûtent moins cher et sont sans danger pour la santé. Une véritable percée dans l'impossible. Les animaux destinés à notre consommation, que ce soit pour leurs œufs ou leur viande, reçoivent plus de nourriture que le 1,5 milliard de personnes qui ont faim tous les jours. C'est idiot. On peut trouver des moyens de réduire drastiquement le coût de la nourriture grâce aux plantes, dont le rôle dans les produits alimentaires reste pratiquement inexploré. Si on les identifie et si on les donne à ceux qui en ont besoin, on pourra nourrir plus de monde à un prix raisonnable, réduire le problème de la faim et faire quelque chose pour l'environnement en même temps. Nous voulons distribuer notre produit partout, en Afrique de l'Ouest, du Sud, aux grandes entreprises chinoises, aux grands conglomérats d'Amérique latine. Nous sommes en négociation avec eux, ainsi qu'avec des agences comme USAID ou le Programme alimentaire mondial, pour pouvoir expédier notre produit à ceux qui en ont le plus besoin. Grâce à la technologie, on peut se passer d'animaux en cage, nourris au soja et au maïs, pour arriver à quelque chose de meilleur, de plus logique. Je pense qu'on verra un retour aux productions plus viables au lieu d'enfermer les animaux, avec les problèmes de sécurité alimentaire que cela entraîne. On recommencera à élever les animaux à l'air libre. Les gens reviendront à leurs racines. Mon travail vise à améliorer la situation grâce à des technologies durables. Changer le monde en pensant autrement. C'est la devise de la Silicon Valley. Elle a fait ses preuves en révolutionnant le système de la communication sociale, mais elle peut aussi s'attaquer au monde réel.
Et si l'œuf peut se passer de poule, pourquoi ne pas imaginer que la viande puisse se passer d'animaux à 2 ou à 4 pattes? On nous demande souvent pourquoi on tente d'imiter la viande au lieu d'inciter les gens simplement à manger des protéines d'origine végétale. Je n'arrête pas d'y penser. C'est que l'habitude de la viande est culturelle. Elle est profondément ancrée dans l'histoire de notre évolution. Si on regarde de quoi est constituée la viande, on trouve du collagène, des protéines, des glucides. En fin de compte, si ça a le goût de la viande, que ça apporte la même valeur nutritionnelle et que ça peut être utilisé de la même manière, qui se soucie de l'origine des acides aminés? C'est la question que nous posons à nos consommateurs. Nous sommes capables d'extraire des protéines d'une plante, de les passer dans un système simple qui utilise les forces naturelles de chauffage, de refroidissement et de pression, et de les réaligner pour imiter les fibres musculaires de l'animal. Et nous le présentons aux consommateurs sous forme de poulet ou de bœuf. On dirait du poulet. Ce que je trouve fascinant au niveau international, c'est qu'on commence à peine à faire des expériences avec plusieurs plantes dont on peut extraire les protéines. Il faut du temps pour qu'une idée ou une technologie change les choses. De temps en temps, je pense à la phrase de Victor Hugo qui dit « Il n'est rien au monde d'aussi puissant qu'une idée dont l'heure est venue ». Une idée peut être à son heure en Californie et ne pas l'être en Afrique. Pour un paysan africain, le premier souci n'est sûrement pas d'apprendre à extraire les protéines de ses céréales pour en faire un ersatz de bœuf ou de poulet. ምንም አላየነው የኛ እንጂ ገበሬውን አልሞትም። ለምን እርሻ ሞተር ገዝቶ እንትን ወንዝ ላይ እየተከለ በእንትን እየተጠቀመ ነው በሞተር። በቃ በአሁኑ ጊዜ አታክልት ብዙ አለ፣ ግን ገበሬ እንትን ይለፋል። በዚህ ወጪ ነው ምን አረጋው? እድገት የለም ወደታችን። Il n'y a pas que le manque d'électricité ou de moyens de transport. Il y a aussi le prix des engrais, les menaces du changement climatique, la dégradation de l'environnement et tout simplement ce qu'on appelle la pauvreté. Et quand la pauvreté s'aggrave encore, il ne reste plus aux paysans qu'à devenir un migrant dans son propre pays, comme il y en a aujourd'hui 750 millions dans le monde. काशी